18h41, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et Europe 1. On a bien échangé pendant la publicité, on a bien rigolé, Naïma M. Fadel, on va le dire. On va jouer à Tout le monde veut prendre sa place. On va écouter la musique du générique de cette émission. Un peu de légèreté. Un peu de légèreté. Voilà, Tout le monde veut prendre sa place. C'est une émission de France Télé avec Jarry. Tout le monde veut prendre la place de Gabriel Attal. Cyril Ferraud cette saison. Ah bon, Cyril Ferraud, merci beaucoup. Je crois que Jarry a acheté l'éponge. en fait, vous devriez faire une émission de médias, mon cher Gauthier. Oui, vous avez vu, Eric Nolot. Deux au point. Qui veut Il prendre... trouve le temps de travailler, mais il regarde beaucoup les Qui émissions. veut prendre la place de Gabriel Attal? Tout le monde veut prendre la place de Gabriel. Alors, il y a des Lucie listes Castet. de noms. Lucie Castet a très envie. Ah, mais ça, c'est dans sa Lucie tête. Castet a très envie. Dans sa tête. La première ministre imaginaire, pour reprendre votre expression, C'est de Laurence. Pascal Pro. Ah, c'est Pascal. Il faut que je l'écoute plus le matin. Tout le monde veut prendre sa place. Je suis même pas certain que tout le monde ait envie de prendre la place de Gabriel Attal. Personne ne veut parce prendre que sa place. c'est pour sans doute avoir le titre de deuxième ou troisième Premier ministre le plus éphémère de l'histoire de la Ve République, avec une motion de censure potentiellement à la clé, ou, s'il n'y a pas de motion de censure dans le meilleur des cas, une nouvelle dissolution. Donc je ne suis même pas certain que ça se presse au portillon de Matignon pour succéder à Gabriel Attal. Hormis, évidemment, Lucie Castet. Allez, citons Xavier Bertrand pour ce qui est de la droite de gouvernement. Monsieur Cazeneuve. Et M. Cazeneuve Bernard pour la Cazeneuve. gauche de gouvernement. Pas mal déjà. C'est Oui, pas mais mal. peu Ça, importe. c'est la gauche que vous aimez, j'imagine, Eric Nolot. Cazeneuve, c'est Monsieur c'est- Cazeneuve. voilà. Alors prenons Bernard Cazeneuve, puisque son entourage a fait fuiter qu'il était en Corse cet été, qu'il se préparait et qu'il voulait imposer à Emmanuel Macron une vraie cohabitation de gauche. Ça, c'est évidemment pour aller séduire les socialistes et les alliés au sein du nouveau Front populaire. Problème, vous avez Laurent Wauquiez, qui ne veut pas, lui, aller à Matignon parce qu'il pense à son agenda personnel et à 2027, et qui ne veut pas d'un de ses camarades non plus à Matignon, et qui ne veut pas de Xavier Bertrand à Matignon. Et Laurent Wauquiez qui dit c'est notre pacte législatif ou rien. Ça, c'est quand même très curieux. On est d'accord sur des mesures, mais on ne veut pas aller les appliquer nous-mêmes en étant au gouvernement. Donc c'est-à-dire que si vous avez Bernard Cazeneuve qui dit je vais faire une vraie cohabitation avec Emmanuel Macron, une cohabitation de gauche, eh bien vous avez la censure qui l'attend avec Laurent Wauquiez et vraisemblablement le Rassemblement national. Donc ça ne marche pas. Rien ne marche en vérité. Bah non, c'est l'impasse. C'est pour ça qu'on n'a pas de Premier ministre à l'heure où on se parle. Alors peut-être ce week-end, nous dit-on. Ah. À Bémousse, Premier ministre Room ce week-end. Mais on verra. Ça m'a l'air un peu approximatif. Oui. Eric Nolot. Non, mais de toute manière, quelle que soit la décision, on est condamné à un an d'immobilisme puisque aucune loi d'importance ne peut passer. Fin de vie. La loi fin de vie peut passer dans les Fin missiles de vie, qu'on a. et il faudra un budget quand même. Bon, voilà. Mais ça ne change rien. Donc, je reviens toujours à mon même raisonnement. Soit on fait ça pendant quelques mois encore, on redissout, mais sans garantie d'avoir une meilleure situation. Soit, en effet, M. Macron démissionne et là, le peuple a de nouveau la parole. Je ne parle pas de destitution, mais soit il dit, écoutez, c'est complètement bloqué, pour les intérêts supérieurs de la France, je démissionne. Est-ce que ça peut arriver? Ce n'est pas le genre de la maison. Est-ce que, selon vous, je me tourne vers les experts politiques, est-ce que ça peut arriver? Alors, je n'exclus plus rien. Ah oui. Tout le monde disait la dissolution, c'est impossible. Je n'exclus plus rien. Gauthier Lebret. Voilà, je le dis. Tout peut arriver. Mais à l'heure où on se parle, évidemment, Emmanuel Macron veut aller au terme de son mandat et n'envisage pas de démissionner. C'est d'ailleurs même pas dans le caractère du président. Mais je vous dis cela, alors qu'il y a un an, je vous aurais dit jamais de la vie, il va dissoudre, il n'a aucun intérêt. Il va repartir avec une majorité réduite à peau de chagrin et ça va être ingouvernable. Ce qui s'est passé. Mais donc, pourquoi pas? Donc, Pourquoi ça peut pas durer 3 ans avec comme ça, Emmanuel c'est Macron, ça tout est Non, possible. 3 ans, je ne pense Mais je pas. pense quand qu'avant même. de démissionner, il pense fera le choix pas. de redissoudre l'Assemblée nationale. Louis Dragnel. Ah, mais Alors, ça peut durer. Mais bien sûr. peut durer. Non, mais déjà, Emmanuel Macron met toujours beaucoup de temps à digérer les faits politiques, les événements politiques. Là, je pense qu'il est en train de comprendre les conséquences de la dissolution, alors que tout le monde savait à l'avance que les conséquences de cette dissolution allaient être catastrophiques pour lui, mais surtout pour le pays. Et donc, Emmanuel Macron peut tout à fait durer comme ça. Ça peut traîner. Il l'a déjà fait par le passé dans d'autres circonstances. Moi, ce que je trouve assez dramatique, c'est qu'on est dans une période où il y a des décisions extrêmement fortes qui doivent être prises de manière avec des et on vient politiques. d'en parler une heure. Hein. Avec des politiques. Toute Une idée heure de, complète. de va mettre, pas aller dans ce sens-là. de former un gouvernement avec des technos, c'est tout ce qu'il ne faut surtout pas faire. Moi, j'ai rien contre les technos, j'ai plein d'amis qui sont fonctionnaires. Mais aujourd'hui, non, mais quand vous êtes à la tête d'un pays qui est aussi fragilisé, il n'y a que les politiques qui peuvent changer les choses. Mais Donc c'est ça qui est dramatique. Et, sont perdus. et Emmanuel Macron peut tout à fait continuer comme ça. Alors il y aura peut-être des coalitions qui seront renversées, des gouvernements qui tiendront pas. Ça changera peut-être tous les 3 mois. Mais c'est peut-être comme ça qu'on va. Non, mais ça va peut-être être ça la suite de la vie politique jusqu'en 2027. Il y a une petite chose, moi, qui me tient à cœur, qui s'appelle la France. Est-ce qu'on peut vraiment se perdre,
se permettre de perdre encore 3 ans dans la situation. Mais cher Éric, pas seulement sur les thèmes sécuritaires, sur les thèmes économiques. Je pense, hélas, que ce que vous dites, c'est absolument pas le logiciel de nos dirigeants aujourd'hui. C'est terrible. Il faut quand même dire que ce n'est pas la situation qu'avait imaginée Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'avait pas imaginé une situation de blocage, il avait imaginé une situation de cohabitation avec Jordan Bardella à Matignon. C'est ce qu'il pensait. Il pensait qu'il aurait le RN à Matignon. C'est ce qu'il dit à ses plus proches le soir de la dissolution. C'est ce qu'il dit même à son père, qu'il le rapportera dans une interview. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été surpris par la stratégie voulue par Gabriel Attal, qu'il a réussi à lui imposer, la stratégie du désistement. Souvenez-vous qu'on avait eu des députés après dans la presse, des députés sortants, ou des candidats qui étaient potentiellement qualifiés du macroniste au second tour, mais qui auraient dû se désister parce qu'ils étaient troisième. Avec Emmanuel Macron au bout du fil, t'es sûr que tu te désistes, il faudrait peut-être que tu te maintiennes. Et il s'est finalement rangé à la stratégie de Gabriel Attal, puisqu'elle était ultra majoritaire dans le camp présidentiel. Donc Emmanuel Macron, il n'avait pas imaginé une situation de blocage, il avait imaginé une situation de cohabitation claire avec une majorité absolue pour le Rassemblement national, pour ne pas donner les clés de l'Élysée à Marine Le Pen dans 3 ans. Dure depuis le 7 juillet, donc d'où exactement de pièces de vaudeville où on les voit entrer, sortir, prendre des airs très importants, arriver à l'Élysée, repartir. Mais tout ça, c'est une farce, c'est un cirque. Mais Laurence, c'est un cirque. On le disait même sur votre plateau avant même que ça commence. Non mais avant même qu'il y ait les consultations, tout le monde sait à l'avance qu'il ne sortira rien. Et à la fin, on voit bien que Emmanuel Macron n'a rien lâché. Si vous êtes patron, vous voulez négocier avec des gens, vous êtes obligé de lâcher quelque chose. Là, tous les participants disent que Emmanuel Macron les a écoutés. En fait, c'était un mur de savon. Et il leur a donné... Non, mais c'est ça. J'aime bien l'image. Il leur a offert vraiment, il n'y a aucune prise. Moi, quand je vois la bouche enfarinée des membres du nouveau Front Populaire qui sortent, mais je me suis dit, mais soit... Ils jouent un jeu et ils ne sont pas sincères, soit ils n'ont vraiment pas compris qu'ils étaient en train de se faire avoir et que jamais Lucie Castet ne sera Première ministre. Et en fait, je pense qu'ils n'ont pas compris. Et on avait l'impression qu'ils venaient de gagner le loto, alors qu'en réalité, ils venaient de tout perdre. Et Emmanuel Macron, là, c'est un tout petit peu cynique, les a laissés avancer jusqu'au bout, les a reçus, a dit, le nouveau Front Populaire dit, on aimerait venir avec Lucie Castet, même si elle n'est pas élue. Mais bien sûr, j'accueille tout le monde. Venez tous. Il la prend au sérieux, il lui pose des questions. Qu'est-ce que vous feriez sur le budget et tout? Sur la politique extérieure. Sur la politique étrangère. Sur l'Ukraine, que voudriez-vous Et elle lui répond, je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec tout. Et en fait, il les laisse écrire leur récit jusqu'au bout, au bord du précipice, et là, il les laisse s'effondrer. Lucie Castet a cru, quand elle sort de l'Élysée, qu'elle va être nommée, sérieusement, à Matignon, et elle se prend le communiqué le soir même, en lui disant non, vous ne serez pas nommée à Matignon. Mais ça, c'est le grand atout, la grande qualité d'Emmanuel Macron, c'est qu'il endort complètement ses interlocuteurs, il leur fait le jeu de séduction. Voilà, le nouveau Front Populaire. En tout cas, mon cher Gauthier, Mme Castex a décidé de se lancer en politique, puisqu'elle quitte la mairie de Paris. Bien sûr. Elle se prend déjà pour une ancienne première ministre. Ce qui est assez fascinant, c'est que... Non, mais elle se prend pour chaque lettre de son prénom. Oui, Castex. Castex. Ok. Oui. On va écouter. Alors, on va pas écouter. Je vais vous dire ce que a dit Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Il estime qu'en niant le résultat des élections, comme l'avait déjà fait aux États-Unis Trump, il compare quand même Emmanuel Macron à Trump avec l'insurrection du Capitole. Macron marche à l'avant-garde de la fin du projet démocratique, c'est-à-dire de l'idée dominante alors, selon laquelle la démocratie était inséparable de la liberté économique. Pas d'excès du tout dans ça. Non, mais je crois qu'il manque un niveau de perversité à ce que vous avez exposé. Je pense que Mme Castex, oui, était dans la naïveté, mais je pense que Mélenchon savait très bien que ça n'irait pas jusqu'au bout et qu'il l'a complètement instrumentalisé, il l'a laissé se ridiculiser. Mais lui, c'est lui qui dirige le storytelling, pour parler en mauvais français. Le feuilleton est uniquement basé sur la France insoumise, parce que les autres, ils n'existent pas. Donc Mme Castex, je pense que c'est l'idiote utile du mélenchonisme. Alors, avec tout le respect qu'on doit à ce qu'elle fait. Hein. Mais bien sûr. Mais elle est courageuse, bien sûr. Elle est courageuse. Et ce qui est intéressant avec la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'elle n'est pas tant pour déplorer ce que fait Emmanuel Macron, mais c'est plus l'expression d'un souhait. Parce que Jean-Luc Mélenchon, lui, ce qu'il souhaite, c'est la 6e République. Ce qu'il souhaite, c'est la révolution. L'insurrection. Et le 7 septembre, il appelle à la mobilisation dans toutes les villes. Et en réalité, il cherche à trouver des prétextes pour expliquer que Emmanuel Macron est un dictateur et qu'il faut le destituer. Non, mais c'est ça ce qu'il est en train d'essayer de faire. Et vous allez voir, moi je suis objectivement relativement, voire très inquiet par rapport à la manifestation qui est organisée le 7 septembre prochain, où clairement il y a des appels qui sont très explicites. C'est pas nouveau. En même temps, c'est pas nouveau. Mais là, vous avez des relais politiques très forts, et là, c'est un appel à destituer le président de la République, ce qui est quand même d'une violence extrême. On n'est pas surpris par les outrances de la France insoumise, mais on peut quand même questionner la décision du président de la République de ne pas nommer Lucie Castet. Parce que
eh bien qu'ils y aillent, se faire censurer. Il aurait pu dire, je vais leur couper l'herbe sous le pied, je vais cramer pour de bon ce scénario, comme quoi la France insoumise et ses alliés pourraient imposer leur programme alors qu'il leur manque 100 députés. Il veut un scénario viable, il veut un gouvernement qui dure. Oui, mais il aurait sans doute fallu évacuer pour de bon la possibilité Lucie Castet. Je la nomme à Matignon, elle forme son gouvernement et 48 heures plus tard, eh bien, elle tombe devant l'Assemblée nationale, elle se prend une motion de censure. C'était, si vous voulez, dévitaliser quelque part la France insoumise, parce que là, mais il a dit... elle a encore un ressort politique. Mais l'Élysée a fait savoir par rapport à ça, il y a quelques jours, que le président justement ne voulait pas donner l'impression de jouer avec les institutions. Alors, non, mais c'est trop facile. Pourtant, il passe son temps à jouer avec les institutions. Faut pas Non, mais justement, je rejoins ce qu'a dit Gauthier. À l'Assemblée nationale, il y a des ministres qui siègent. Si c'est pas jouer avec les institutions, on ne la nomme pas. Et justement, il les laisse se victimiser. Bien sûr. Et je suis sûre que s'il l'avait nommé, s'il y avait eu cette motion de censure, il n'y aurait peut-être pas eu le 7 septembre. C'est sûr. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a les Jeux paralympiques et que s'il prenait le risque d'une motion de censure, voilà, c'était pas quand même extrêmement intéressant. Oui, mais dès le lendemain, gouvernement renversé ou absence de gouvernement, globalement, la conséquence est la même. Mais alors, qu'en pensent les Français ? Les nommer, c'était les affaiblir. Et là, il les a renforcés. Exactement. Oui, enfin bon, je suis pas sûre. Mais qu'en pensent les Français, à votre avis ? Est-ce qu'ils se disent, oh mon Dieu, nous n'avons pas de nouveau gouvernement ? Désintéresse totalement, je pense. Ils s'en fichent. Et ils trouvent ça pathétique. Je sens très peu d'angoisse. Pour d'autres sujets, il y a de l'angoisse. Mais sur ce sujet-là... Vous savez, ça tourne, il y a un gouvernement démissionnaire, ça tourne. On a un pays voisin, la Belgique, qui a eu le record du monde de pays, avant de se faire, je crois, doubler par l'Irak. On n'a pas la même culture politique. Mais nous, on a battu notre record. Ça fait 44 jours que nous avons un gouvernement démissionnaire, même sous la 4e République, c'était 38 jours. Donc on a quand même... Parce que nous n'avons pas dans la 5e la culture du compromis. Tout le monde vomit ce mot aujourd'hui de compromis alors que c'est le seul choix possible. Le mot de coalition aussi. Moi je trouve pas. Mais... Ah bon ? Ah non, mais moi je trouve Qui veut faire des compromis en ce moment ? Mais moi on est dans un pays dans lequel on fonctionne avec le fait majoritaire, avec un président qui est au-dessus. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème c'est qu'en fait, à force de dénaturer tout l'esprit de la 5e République, vous aboutissez à un retour à la 4e dans la carcasse de la 5e. Et donc, moi, c'est ce que je déplore. C'est qu'à force d'avoir tout abîmé, tout manipulé de manière excessive, bien, on a un pays ingouvernable et tout le monde appelle à des compromis. Mais en réalité, ça ne fonctionnerait pas. Mais même Emmanuel Macron n'est pas prêt au compromis. Mais en revanche, on a parlé des Français, justement, et qu'est-ce qu'ils pensent actuellement. Ils n'ont pas digéré la tambouille du 2e tour. Et ça va faire très mal, parce que je ne suis pas certaine que les prochaines élections, ils se déplacent en masse comme ils se sont déplacés. C'est ça qui est terrible. Parce qu'ils disent qu'il y a eu manipulation. Ils ont le sentiment vraiment d'avoir été manipulés, qu'on leur a volé aussi cette élection. Alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Parce que les Français se sont justement déplacés en nombre et ont fait le choix de faire barrage au Rassemblement national. Voilà. Et je prends toujours le même exemple. Dans la circonscription, oui, mais au bout d'un moment, il y a des bulletins de vote. Si vous voulez voter RN, vous pouvez voter RN. Laissez-moi juste vous citer mon exemple. Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, qu'on connaît bien, triple fichier S, député aujourd'hui d'Avignon. Il est face à une députée RN sortante, qui n'a pas fait l'ombre d'une polémique, qui ne fait pas partie des cas problématiques présentés par le Rassemblement national. Et les électeurs de cette circonscription ont fait le choix de voter pour un triple fichier S plutôt que pour une députée RN sortante. Donc les électeurs, franchement, pour ne pas être au courant de Raphaël Arnaud dans cette circonscription, fallait ne pas écouter une radio, ne pas lire un journal et ne pas allumer une chaîne info. Donc c'était en pleine connaissance de cause. Et d'ailleurs, il y a eu un renversement. En 2022, le RN gagne une majorité de ses duels face à la France insoumise et à la NUPES. Et là, il y a quelques mois, c'est l'inverse. C'est le nouveau Front populaire qui gagne une majorité de ses duels face au Rassemblement national. Aussi. Non, mais je parle de cas où il y avait des duels. D'accord. Où il y avait des duels. Il n'y avait pas de troisième parti. Non, mais Gauthier, vous avez raison. Okay. Dernier mot, les gars. Il y a eu quand même. Il y avait quand même. Oui, non, mais Gauthier a entièrement raison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été élus. Qui ont été élus parce que les gens ont voté pour eux et parce qu'ils souhaitaient ces élections. Mais par ailleurs, il y a eu plus de 100 retraits. Et sans retrait, ça change beaucoup de choses dans toutes ces circonscriptions. Et il y a plein de gens qui n'avaient pas l'intention de voter pour X ou Y. Et ça fait quand même des candidats en moins, alors qu'ils étaient qualifiés au second tour. Ça ne marchera pas la prochaine fois. On dit ça à chaque fois, Eric. Moi, j'étais le premier à dire ça. Pareil, je croyais pas au et je me suis trompé. Ça a cartonné. Ça a cartonné. Ils ont quand même... RN a progressé de 60 ou 62 sièges. Bon, déjà, même dans ces conditions-là, vous verrez que la prochaine fois, ça ne marchera pas. Les gens, on ne peut pas les prendre pour des idiots
10 fois de suite. Et à un moment, ils comprennent. Surtout, vu le spectacle qui est donné par la classe politique. Ah oui, je suis d'accord. Merci à tous les quatre, c'était passionnant. Merci à Naïma, à Eric, à Gauthier et à Louis. Dans un instant, Pierre Devilleneux sur Europe 1 pour Europe 1 Soir.